Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce webinaire sur l'information quantique, une collaboration de l'Intric et Techno Montréal. Je vois que les gens continuent à se joindre à nous. On va attendre encore une petite minute pour permettre à tout le monde de pouvoir débuter ce webinaire tous ensemble. Donc, il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui professeur Michael Leakey de l'Université McGill qui va nous former ou nous donner des indications par rapport à les technologies quantiques. Donc, je vous inviterai à faire part de vos questions dans le chat et le Q&A au bas de votre écran. Il nous fera plaisir à la fin de la présentation d'adresser des questions à Michael. Ah, je vois que… Bon, ben Michael, je te laisse le plancher pour ta présentation. Okay. Alors, bonjour à tout le monde et puis bienvenue à ce webinaire. Donc, je vais commencer à mettre ma slideshow, faire un sharing. Voyons, écran 2, share. Et on devrait voir, est-ce qu'on voit bien la slide? On m'entend bien? Oui, ça marche bien. Ok, super. Donc, voilà, donc, juste régler quelque chose ici. Ok, donc l'idée, c'est, j'aimerais déjà commencer par remercier Marc et Florian pour permettre, en fait, pour organiser cet événement. Et l'idée, c'est vraiment de parler un peu des technologies quantiques. C'est vraiment un moment assez important pour en discuter, car si je pense en fait au passé, disons, quand j'ai commencé à penser au quantique, c'était un peu, disons, par exemple, l'ordinateur quantique, c'était quelque chose, c'est un peu comme aller sur Mars, donc c'était un peu l'avenir, c'était une question de science-fiction. Mais maintenant, c'est comme si on est sur Mars. Donc, ça, c'est vraiment l'état où on en est avec les technologies quantiques. Donc, pour donner un peu une idée de ce que sont ces technologies quantiques, ce que j'aimerais passer en revue aujourd'hui, c'est en fait ces différents thèmes. Donc, j'ai commencé un peu par introduire le quantique à un niveau, disons, d'une manière de voir la quantique, d'où vient le quantique. Ensuite, j'ai parlé des différents qubits, des senseurs quantiques, de la communication quantique, des ordinateurs quantiques et finalement de la programmation quantique. Donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la question. C'est une question qu'on me pose souvent, donc ça fait quand même pas mal de temps que je travaille sur le quantique. Et puis, ma femme ou ma fille me pose la question, mais en fait, d'où vient le quantique? Et donc, il y a pas mal de réponses à ça, mais j'aimerais donner une réponse qui est assez grande, disons, assez générale, ou disons, qui utilise en fait des grands mots. Donc, j'ai commencé avec une grosse masse, M. Donc, imaginez que vous avez vraiment une énorme masse de taille, disons, de grande taille. Et si vous voyez en fait le petit bonhomme, je vais l'encercler. Donc, ça, c'est le petit bonhomme avec une énorme masse. Et prenez cette masse et vous la comprimez de plus en plus. Donc, la masse va devenir de plus en plus petite, mais la masse reste la même. Donc, voici le bonhomme. Je rends la masse de plus en plus petite, voilà. Et à un moment donné, c'est tellement petit que ce qui va se passer, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est un trou noir qui va arriver. Donc, si je prends cette grosse masse et je la comprime dans un espace vraiment petit, il va en fait se créer un trou noir. Et ça se passe à un moment, donc, avec cette formule-là, donc ça va dépendre de la masse et aussi de la constante de gravitation et ainsi que la vitesse de la lumière c carré. Okay? Et donc, ce qu'on appelle ce rayon, disons, ce rayon, c'est le rayon de Schwarzschild. C'est à ce moment-là qu'il y a un trou noir qui se forme. Donc ça veut dire que tout l'espace-temps est en fait complètement
changé ou a vraiment, enfin, l'espace-temps comme on le connaît actuellement a complètement disparu. Donc ça, c'est un peu la limite. Donc ça veut dire qu'il y a une limite physique dans la distance. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la Terre, je prends la masse de la Terre, je la comprime dans un rayon de 1 cm, je vais avoir un trou noir. Donc, ça veut dire que si j'étais la Terre, mais je ne peux pas être dans un espace plus petit qu'1 cm, parce qu'il y a en fait l'espace-temps qui a cette singularité de trou noir. Donc, ce que ça implique, c'est quand même des implications assez intéressantes aussi au niveau quantique, c'est que ça implique en fait qu'on ne peut pas vraiment aller dans un espace qui est beaucoup plus petit qu'une certaine taille. Et ça veut dire qu'en fait, on va discrétiser l'espace. Donc, si je prends cette image de ce bonhomme, en fait, ce qui va se passer, c'est que le bonhomme, maintenant, il est représenté par des pixels. Et donc, c'est une vision, disons, très, très générale ou très globale de d'où vient en fait cette discrétisation de l'espace. C'est quelque chose qui est très intrinsèque. Et dans ce contexte-là, on peut appeler ça un peu comme la naissance du quantique. Donc, pour illustrer ça un peu plus, on peut regarder aussi, disons, par exemple, l'espace de phase. Donc, X, c'est la distance, et puis la masse. Donc, si je prends la masse en fonction de la distance, j'ai cette loi des trous noirs qui me donne cette ligne droite. Et qui est vraiment la limite du trou noir. Maintenant, j'ai une autre limite qui est liée à la quantique, qui est en fait l'incertitude de Heisenberg. Ça veut dire que ça dit aussi qu'il y a c'est cette incertitude qui est assez importante où en fait la taille, donc delta x, en fait, c'est l'erreur sur la position fois l'erreur fois l'impulsion doit être plus grand qu'un certain nombre, qui est h bar sur 2. Donc ça veut dire qu'un espace, disons, pour qualifier quelque chose d'une certaine taille, ça doit être plus grand que h bar sur, disons, l'impulsion P. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si je regarde ce tracé-là, ça va impliquer, ça va en fait créer le fait qu'on peut pas que l'espace en fait n'existe pas à l'intérieur de cette région qui est donc assurée. Et donc, ça veut dire qu'on habite en fait à droite de cet espace où X doit être plus grand qu'une certaine valeur, donc notre espace doit être plus grand qu'une certaine quantité, et la masse doit être aussi plus petite qu'une certaine masse pour pouvoir en fait vivre. Donc, nous habitons en fait dans cette région-là qui est dans cet espace de phase qui est limité par disons, une taille plus grande qu'un certain nombre et aussi une masse plus petite qu'un certain nombre. Donc, si je regarde au niveau, qu'est-ce qui est plus quantique, donc si je m'approche au niveau de la ligne rouge, qui est la limite, disons, quantique, j'obtiens quelque chose qui est plus quantique. Tandis que si je vais vers la ligne bleue, j'arrive à quelque chose qui est plus genre Einstein, donc qui ressemble plus à un trou noir. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'intersection entre les deux, c'est en fait des constantes assez fondamentales. L'une, c'est la longueur de Planck. Donc, et l'autre, c'est la masse de Planck. Et en fait, c'est des longueurs quand même très petites. Donc, si je regarde la valeur, c'est 10 à la puissance moins 35 mètres. Donc, c'est minuscule. Mais pour une masse grande, en fait, cette limite, elle est beaucoup plus grande. Ou pour une masse petite, cette limite sera même plus petite. OK, donc ça, c'est un peu l'idée, disons, une manière de comprendre d'où vient finalement la discrétisation de l'espace, le quantique. Donc l'idée que j'aurais que vous reteniez, c'est que non, il y a beaucoup de raisons pour que l'espace soit en fait discret. Donc, on ne vit pas dans un espace continu. On vit en fait dans un espace discret. C'est-à-dire qu'on peut pas on peut pas bouger par une valeur qui est plus petite qu'une certaine distance. Donc, appliquons ça à un modèle très simple. Par exemple, l'oscillateur harmonique. Et donc, l'oscillateur harmonique, c'est simplement par exemple une bille qui se trouve dans un potentiel quadratique. Maintenant, je prends cette idée de discrétisation de l'espace. Donc, je vais délimiter en fait l'espace de cet oscillateur harmonique en nombre discret une description discrète donc de position.
Donc, je peux appeler ça 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. Donc, x, ça va être en fait, ça va me donner en fait la position dans cet espace discret. Donc, c'est un vecteur de 1 à n. Je peux l'écrire sous forme matricielle. Donc, j'aurai à nouveau une matrice x qui va de 1 à n. Je peux aussi définir l'impulsion. Je peux l'écrire de cette manière-là, où j'ai aussi une impulsion qui est, où on voit en fait sur la partie non diagonale, j'ai des 1 et des moins 1. Mais à nouveau, c'est l'impulsion dans un espace discret. Maintenant, ce qui se passe, et en fait, cette vue de l'espace, c'est quelque chose qui vient il y a longtemps, donc de Heisenberg de 1925. Ça fait presque une centaine d'années qu'il est venu avec cette idée de mécanique matricielle. Et c'était un peu une des premières idées pour résoudre en fait des problèmes de quantique. Et Heisenberg, c'est quand même un personnage vraiment assez intéressant dans le sens il était très bon théoricien, il était excellent théoricien, mais ce qui est drôle, en fait, c'est qu'il était très mauvais expérimentateur. Donc, en fait, pendant sa thèse, il a fait sa thèse à l'âge de 21 ans, donc c'était quand même un petit génie. Mais en fait, au moment de l'examen de thèse, ce qui est marrant, c'est qu'il était incapable de répondre aux questions de physique expérimentale. Donc, il a eu un F dans son examen de doctorat pour la partie expérimentale, mais d'un autre côté, en théorique, il était tellement bon qu'il il a eu un A, donc finalement, en moyenne, il a eu un C, donc il a quand même pu passer son doctorat. Et puis, heureusement, car quelques années plus tard, il a quand même eu le prix Nobel, donc ça aurait été assez drôle qu'il n'ait pas son doctorat. Et donc, Heisenberg a commencé en fait il avait cette vision aussi discrète, disons, de la mécanique quantique. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si on prend justement cette vision de la mécanique quantique discrète, c'est-à-dire X comme une matrice, P comme une matrice, ce qu'on voit, c'est que si on multiplie X fois P, et on soustrait P fois X, on n'obtient pas 0, mais on obtient quelque chose qui est non nul, et en fait qui est égal à I fois H bar, et la matrice d'identité. Et en fait, on peut l'écrire aussi sous forme de commutateur. Et ça, en fait, c'est Max Born qui a découvert en fait cette relation de commutation, qui est une autre manière de comprendre la mécanique quantique. Donc, les deux sont essentiellement équivalents. Mais ce qui est joli avec l'idée de l'espace discret, c'est qu'on arrive automatiquement en fait à ces relations-là. Il y a une étape, et donc on a pu montrer plus tard aussi qu'effectivement l'incertitude d'Heisenberg, c'est équivalent, en fait, implique en fait aussi ce commutateur. Et en fait, maintenant, on peut écrire l'énergie du système, donc il y a l'énergie cinétique, qui est simplement l'impulsion au carré divisé par 2 fois la masse. Donc, c'est P carré sur 2m. Ça, c'est l'énergie cinétique. Mais il y a aussi l'énergie potentielle, qui est 1/2 de K fois X carré. Et donc, écrit sous une forme matricielle, maintenant, en utilisant les X ici et là, je peux en fait, ça devient une matrice. Donc, l'énergie, c'est une matrice. Et pour obtenir l'énergie de cette matrice, je dois résoudre en fait les valeurs propres de cette matrice. Et c'est ce qu'on obtient, donc ce qu'on appelle aussi l'équation de Schrödinger. Et en fait, on obtient des énergies discrètes à ce moment-là. Et donc, la solution de cette équation matricielle, en fait, c'est des niveaux d'énergie, comme ici, qui sont... donc, j'utilisais mon laser. Donc, effectivement, donc, on obtient ici des niveaux discrets d'énergie. Donc, ce qui se passe, donc l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un espace discret. L'espace discret implique, en fait, cette quantification de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de l'énergie qui est continue, mais l'énergie sera quantifiée dans ce niveau d'énergie fixe. Et il y a aussi une manière d'écrire ça d'une manière continue. Ça, c'est par exemple l'équation de Schrödinger, donc, qui date de 1926. En écrivant simplement l'impulsion comme étant la dérivée, donc moins la dérivée en x, et on obtient sa solution de fonction d'onde qui suit de l'idée de Broglie, quelques années de la thèse de Broglie il y a quelques années précédentes. Ok, donc le message vraiment, c'est la discrétisation de l'espace va en fait, on arrive à la quantification de l'énergie qui est finalement la base de la mécanique quantique. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est même pas tellement surprenant que finalement le quantique est là, parce que c'est finalement une conséquence simple de cette discrétisation de l'espace.
OK, donc ça, c'est tout ce que je voulais dire sur l'introduction, donc d'où vient finalement la mécanique quantique. Maintenant, je vais passer au côté technologique. Donc, je vais commencer par les qubits. Donc, les qubits, c'est vraiment, je dirais, l'ingrédient principal ou de base des technologies quantiques. Et il y en a vraiment de tous les types. Et donc, on va voir en fait différents types. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vraiment sauter une centaine d'années. Donc, je vais vraiment essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qui est le dernier cri au niveau des technologies quantiques, des qubits. Comment on arrive à faire maintenant les qubits maintenant, comment on les utilise et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces qubits. Donc, c'est vraiment ce qui est à la pointe. Donc, on saute une centaine d'années pour arriver finalement à 2020. Mais je retourne à cet oscillateur harmonique qui est vraiment important et surtout au niveau quantique. Donc, on a vu, on prend cet oscillateur harmonique, dans la mécanique quantique, on obtient des énergies discrètes. Donc, maintenant, ces énergies discrètes, en fait, c'est notre base de qubits. Et un qubit, ce sera simplement prendre deux états. Par exemple, si je prends l'état le plus bas, je peux appeler ça comme l'état 0. Et l'état prochain, ce sera l'état 1. C'est en fait, si je regarde uniquement ces deux états-là, c'est en fait un qubit. Donc, un qubit, c'est simplement deux états d'énergie ou deux états quantiques différents peuvent former un qubit. Donc, ça, c'est vraiment un qubit, c'est simplement un système à deux niveaux, à deux états. Donc, ce qui se passe, c'est que si j'essaie de faire un qubit avec un oscillateur harmonique quantique, en fait, je vais avoir un assez mauvais qubit. Et la raison, c'est que si je regarde à l'espacement entre ces niveaux d'énergie, ils sont tous égaux. Donc, en fait, si j'essaye de faire passer l'état de 0 à 1, je vais aussi risquer de faire passer le niveau 1 au niveau 2, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Parce qu'en utilisant la même énergie, donc je prends par exemple un laser à une fréquence oméga et je vais avoir des transitions multiples entre les différents niveaux. C'est quelque chose qui n'est pas très contrôlé. C'est pour ça que c'est un qubit qui est géré un mauvais qubit. Donc l'idée, c'est comment je crée un meilleur qubit. Ben, en fait, je prends deux oscillateurs, mais je les mets à côté. Donc, j'obtiens un double puits comme ici, où j'ai en fait maintenant, où je peux définir un état 0 qui est par exemple l'état à gauche et l'état 1 qui serait à l'état à droite. OK, mais, et ça, c'est l'image classique. Donc, je peux faire ça classiquement. Je peux avoir une bille, je le mets dans un potentiel à 2 minimum. Et la bille, elle va aller d'un côté ou de l'autre. Mais au niveau quantique, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des niveaux d'énergie discret. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les niveaux d'énergie les plus bas sont très proches dans ce double puits quantique, ce qu'on appelle un double puits quantique. Donc, je peux définir un état 0 et un état 1, mais je peux aussi définir un état droite et un état gauche, qui est en fait simplement une combinaison linéaire de l'état 0 et de l'état 1. Donc, je peux choisir, mais je peux faire, donc mon qubit, ça peut être soit le 0,1 ou ça peut être aussi le left and right, ou enfin gauche ou droite. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, si je mettais un électron ici, c'est ce qu'on appelle un charge qubit. Et l'argument, c'est que c'est un bon qubit. Donc ça, c'est finalement un qubit de base où j'ai un électron quantique dans un double puits de potentiel. Okay, donc l'électron peut être à gauche, peut être à droite ou dans une superposition entre les deux. Maintenant, je disais que je voulais vraiment aller voir au niveau de la technologie. Donc comment est-ce qu'on fabrique ce genre de qubits? Et donc, ça date déjà de quelques années, 2013. Mais par exemple, là on a un qubit de bonne qualité qui est fait dans le GAS. Donc, on construit en fait ce que c'est qu'on a des grilles électriques ici. Donc, ça, c'est une grille électrique. Et puis, le foncé, c'est finalement le GAS. Donc, c'est un semi-conducteur. Et on met un électron dedans. Et en fait, l'électron, on peut le faire passer de gauche à droite en appliquant en fait des tensions différentes sur ces grilles métalliques. Donc, cette partie, disons, plus brillante, c'est du métal qui permet en fait de faire passer qui est au-dessus en fait de ce trou quantique. Donc, il faut imaginer que
Si je prends la situation, j'ai ce double puits, mais au-dessus, en fait, ça c'est mon GAS. Et en fait, au-dessus ici, je vais avoir des grilles électriques. Donc, ils ne sont pas en contact direct avec l'électron, mais si je mets une tension négative ici, en fait, l'électron négatif va en fait vouloir aller de l'autre côté. Ou si je mets une tension positive, ça va attirer l'électron. Et si je fais l'inverse, ça va être le contraire. Okay, donc, ça permet de manipuler finalement l'électron à l'intérieur de ce double puits, à l'intérieur de GS. Et ce qu'on observe, en fait, on peut regarder comment, et si c'est un électron qui est cohérent au niveau quantique, on voit qu'en fait, cet électron va commencer à osciller de gauche à droite. Et ça, c'est la mesure. Donc, ça, c'est vraiment une mesure de cette oscillation de l'électron qui va de gauche à droite d'une manière cohérente. Donc, c'est vraiment une signature typique de la mécanique quantique, c'est qu'on peut avoir ces oscillations cohérentes d'un état à l'autre. Classiquement, la particule resterait à gauche ou à droite, mais il n'irait pas de gauche à droite. Mais quantiquement, la particule peut aller de gauche à droite à des vitesses quand même assez importantes. Donc, ça c'est des picosecondes, c'est-à-dire que ça prend des dizaines de picosecondes pour aller de gauche à droite. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Donc, ça, c'est un seul qubit. Maintenant, est-ce que je peux en faire, mais pour que ce soit utile, il m'en faut plusieurs. Donc, ça, c'est un exemple de 2 qubits. Donc, 2 ans plus tard, on arrive à faire un 2 qubits bien contrôlé et vraiment faire des manipulations avec. Et l'idée, donc j'ai effectivement mon qubit. Donc, ça, c'est le qubit 1. Et ça, c'est le qubit 2, si on veut. Donc, en bas et en haut. Et donc, en bas, l'électron peut aller à droite et à gauche. Et puis en haut, la même chose, un autre électron peut aller de gauche à droite. Et ce qui est intéressant, c'est si l'électron se trouve ici, et si l'électron du haut se trouve là, et l'électron du bas ici, en fait, les deux électrons vont se repousser. Donc, ils vont interagir entre eux. Donc, en ramenant l'électron vers cet état au milieu, en fait, on va faire interagir les deux électrons et ça va créer en fait une opération quantique. Et donc, et ça, c'est l'idée de cette opération CNOT. Et donc, ça c'est vraiment la matrice qui décrit en fait cette opération quantique, disons, d'échanger les états. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, ici, les deux électrons sont dans l'état 0, tandis que tout à droite, les deux électrons seront dans l'état 1. Et donc l'idée de faire ce swap, ça veut dire qu'on n'affecte pas en fait ces états-là. Le deuxième électron, en fait, on affecte seulement le premier électron, on l'échange. Et c'est ce qu'on appelle en fait une controlled NOT gate. Et on peut faire ça d'une manière, disons, en manipulant finalement je reprends mon laser. Donc, si on applique en fait des impulsions sur ces différentes grilles, donc par exemple sur la grille L2, donc on applique un pulse sur cette grille, on va pousser, disons l'électron commence ici, on applique une tension positive sur L4, ça va pousser l'électron ici. On fait la même chose sur U2, donc là-haut, ça va pousser l'électron du haut là-dedans, ici, et ils vont interagir. Et ensuite, on ramène l'électron du haut, on le ramène ici, mais on garde l'électron du bas à gauche. C'est ça qui va nous créer en fait cette opération de CNOT, donc qui est représentée par cette matrice. Et en fait, dans cette expérience-là, ils ont regardé comment la qualité de cette opération en fonction du temps. Et donc, on voit que si on sait que les électrons vont osciller d'un état à l'autre, et en fait, la qualité de cette observation est liée à la probabilité d'être dans un des états. Et on voit qu'avec le temps, cette probabilité devient moins bonne. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Et donc, en fait, cette opération quantique est détruite, disons, si on arrive à des longs temps, à des temps importants. Donc ce que ça nous dit ici, c'est que ici on est à des
ça c'est des nanosecondes presque. Donc, après 1 nanoseconde ou un peu plus d'une nanoseconde, en fait, l'état quantique est détruit. C'est-à-dire que si on veut faire une opération, on doit faire ça plus vite que le nanoseconde. Donc, ça, c'est très, très rapide. Donc, ça c'est le résultat finalement expérimental de cette opération. Et on voit ici, donc ça, c'est ce qu'on... Ça, c'est la théorie, c'est ce qu'on veut. Et on voit que ça, c'est la matrice expérimentale. Donc, on voit qu'on obtient, par exemple, au lieu d'obtenir 1, on obtient 0,89. Et ici, au lieu d'obtenir 1, on obtient 0,68. Donc, ça montre que l'opération n'est pas parfaite. Il y a pas mal d'erreurs. Donc, ça, c'est le calcul expérimental et ça, ce serait le cas idéal. Donc, on peut faire cette opération, mais il y a quand même des erreurs. Donc, maintenant, je peux passer aux 3 qubits. Ça rend les choses encore un peu plus compliquées, mais je ne vais pas rentrer trop en détail. Mais en principe, on peut faire la même chose avec 3 qubits. Et donc là, maintenant, j'ai un qubit ici, un deuxième ici et le qubit jaune. Et on peut faire en gros la même expérience, mais on voit qu'en fait, ces oscillations deviennent de plus en plus mauvaises. Donc, en fait, ça montre qu'il y a une limite à comment on peut pousser ça avec cette technologie. Donc, où on en est? Donc, ça c'est pour des charge qubits dans un puits de potentiel, dans les semi-conducteurs. Donc, pour aller plus loin, en fait, il faut une autre idée. Et l'autre idée, c'est en fait comment aller au-delà des 3 qubits. Et ça va introduire en fait un concept qui est vraiment très intéressant, qui est le spin. Donc, imaginons que j'ai une particule, et en fait, cette particule, elle tourne. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, donc elle tourne sur elle-même, et ça, c'est le spin. Donc, ça, c'est. Normalement, il y a pas un petit bonhomme qui le fait tourner, mais ça, c'est la visualisation de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le spin. Donc, dans ce cas-là, c'est le spin-up. Mais en fait, je peux tourner dans l'autre sens. Je peux tourner dans un sens ou dans l'autre. Et à ce moment-là, j'ai le spin-down. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est que les particules élémentaires, elles ont tous, en fait, ce spin intrinsèque. Et on peut se poser la question, pourquoi ces particules, en fait, ont toujours un spin? Un électron aura toujours un spin. On ne peut pas trouver un électron qui n'ait pas de spin. Pourquoi c'est le cas? Et en fait, on revient à Heisenberg, qui a montré que cette incertitude de Heisenberg qui dit que la position fois l'impulsion doit être plus grande, ou l'erreur sur la position minimale fois la position minimale fois l'impulsion minimale doit être plus grande qu'un certain nombre. Et je peux traduire ça en rotation. Donc, je peux regarder, je peux avoir une relation identique ou similaire pour la rotation. Donc, c'est en fait où maintenant j'ai le l'angle de rotation, l'erreur sur l'angle de rotation fois le moment angulaire doit être plus grand que h bar sur 2. Et en fait, ça impose une limite sur donc, ça veut dire que je peux. Le moment angulaire, c'est vraiment ça représente en fait une impulsion. C'est comme une impulsion, mais c'est une impulsion rotationnelle. Et donc, ce que la mécanique quantique nous dit, c'est que cette impulsion rotationnelle ne peut pas être plus petite qu'une certaine valeur. Okay? Et donc, il y a une implication due à cette relation d'incertitude de Heisenberg que le moment angulaire ou cette rotation doit être plus grand qu'un certain niveau, plus grand que 0. Et c'est ça, en fait, l'origine de spin. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une particule qui est à repos. On ne peut pas avoir une particule qui reste coincée, qui ne tourne pas. Mais on doit avoir en fait un moment angulaire, une impulsion angulaire. Et ça, c'est vraiment c'est aussi lié à une découverte de Pauli. Et Pauli aussi, un de ces petits génies qui a aussi son doctorat, qui a fait son doctorat à l'âge de 21 ans, comme Heisenberg. Donc, il y a une compétition presque en même temps. Donc, Pauli, c'est aussi assez intéressant aussi. Donc, c'est lui qui est venu avec cette idée d'expliquer pourquoi il y a le spin. Et en fait, la raison qu'il a découvert en fait le spin, c'est qu'il devait donner un cours sur les niveaux d'atomes, sur les atomes, sur différents niveaux d'énergie dans un atome. Et en fait, à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi ces atomes avaient ces différents niveaux d'énergie. Et comment la construction était faite pour ces niveaux d'énergie. Donc, prenons un atome, par exemple l'atome de calcium. Ce qu'on sait maintenant, et puis à l'époque on savait un peu aussi, mais on ne comprenait pas vraiment la construction, c'est qu'en fait on a dans le niveau
donc on a différents types d'électrons autour du nucléon. Et en fait, qui remplissent ces différentes couches atomiques. Et la raison qu'on a ces différentes couches, c'est vraiment grâce au principe de Pauli, parce que Pauli nous dit qu'en fait, on ne peut pas avoir deux particules dans le même état. C'est-à-dire que si j'ai la particule, disons ici, je ne peux pas avoir la même particule dans le même état, sur la même couche, si je veux, en bas. Et donc, et en fait, une des raisons pourquoi, c'est que si je mettais beaucoup de particules avec le même état l'un sur l'autre, éventuellement, chacune de ces particules avec un moment angulaire a une certaine énergie. Donc, si je remettais beaucoup l'un sur l'autre, j'aurais une énergie énorme. Et à nouveau, au bout d'un moment, ça arriverait à un trou noir. Mais bon, on peut en mettre beaucoup avant d'arriver au trou noir. Mais disons qu'il y a à nouveau cette idée qu'on ne peut pas mettre trop d'énergie dans un petit espace. Et c'est pour ça que les électrons doivent en fait aller sur des couches de plus en plus grandes. Et donc ça, donc il a utilisé... Donc, en donnant son cours sur ces couches atomiques, il a découvert finalement ce principe de Pauli en 1925. OK, donc maintenant, je prends cet atome et j'enlève un électron. Donc, si je prends un atome de calcium, j'enlève l'électron en haut, ici. Donc, l'électron qui était là et je l'ai enlevé, ça veut dire que d'un coup, j'ai une charge négative de moins. Donc, l'atome de calcium va être positif. Okay, donc, c'est le calcium plus. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que il me reste maintenant un électron là-haut qui a en fait un spin dans une certaine direction, disons dans ce cas-là, spin up. Donc, je vais me débarrasser du reste. Donc, je vais enlever tout ce qui est en dessous et juste considérer finalement le spin. Donc, dans l'image simple, donc j'ai finalement un noyau plus un électron avec un spin up. Et imaginons maintenant que j'applique un champ magnétique. Ce qui se passer, c'est que dans un champ magnétique, ce niveau d'énergie va en fait se doubler. Parce qu'en fait, le niveau d'énergie va dépendre du spin de l'électron. Et c'est ce qu'on appelle le Zeeman, l'énergie de Zeeman. Donc, c'est une manière de voir en fait ce spin directement. Et c'est aussi comme ça qu'on peut mesurer en fait finalement le spin. Donc, ce qui se passe, on peut faire une transition d'une manière simple. On peut aller d'un état à l'autre. Mais si je vais d'un état à l'autre, en fait, je vais envoyer un photon. Et donc, ça veut dire que je peux mesurer en fait ces transitions-là. Et ce que je peux faire, je peux essayer de regarder, OK, donc je vais mesurer dans quel état se trouve en fait mon atome, ou je vais regarder la probabilité que mon atome se trouve dans l'état, disons, up ou down. Et donc, ici, la probabilité qui se trouve dans l'état up est 0, donc je commence à 0. Et quand effectivement l'état est dans spin up, j'ai une probabilité 1. Et donc, en fait, je vois ces oscillations entre l'état plus l'état plus, donc de spin up et spin down en fonction de... donc, en fait, la manière dont je peux faire ça, c'est que je peux venir avec un laser à la bonne fréquence et ça va faire en fait passer ça va changer ce spin up en spin down d'une manière continue avec une certaine fréquence. Et donc, la fréquence ici, enfin, j'ai besoin ça va prendre des microsecondes pour obtenir ça. Et en fait, c'est ce que les gens ont fait donc, dans les atomes, dans les ions de calcium, en utilisant plusieurs lasers. Donc ça, c'est les deux états de spin qu'on a regardés avant. Donc ça, c'est la correspondance de ces deux états. Et en fait, ils ont fait des expériences pour voir, en fait, effectivement, est-ce que je peux manipuler, est-ce que je peux aller d'un spin up à un spin down en fonction du temps et puis voir ces oscillations cohérentes de quantique. Donc, et c'est à nouveau, c'est notre qubit. Donc ça, c'est un qubit maintenant. Mais la différence des qubits avant, là, j'ai un qubit de spin. C'est-à-dire que j'ai deux états, spin up et spin down, et c'est ça va être ça ma base, disons, de technologie. Donc ça, c'est pour un qubit. Maintenant, je peux en mettre plusieurs ensemble. Donc je peux avoir, disons, dans ce cas-là, 5 ions de calcium. Je les mets ensemble, j'aurai 5 qubits. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Donc c'est quelque chose qui est très commun. Et donc l'idée, comment on arrive à ça? En fait, il faut confiner ces ions dans une cavité. Et ces cavités-là, en fait, on peut la manière dont on le fait, c'est qu'on crée un champ électrique on a des électrodes ici, des différentes électrodes, on applique des tensions alternatives,
Et en fait, ça va créer des champs électriques assez spéciaux qui vont faire que en fait, ces ions vont être localisés au centre de ces au centre là où le champ est le minimum finalement. Donc, ça crée en quelque sorte un puits de potentiel où les atomes, les ions vont en fait se retrouver. Et donc, ça, c'est une image, là, on voit l'image de ces ions, deux ions dans cette cavité. Ici, on a les deux. Donc, si je sépare les deux, donc ici, on voit aussi, donc, j'ai une, je peux, non, c'est pas rangé. Donc, je peux appliquer une tension, par exemple, V1 ici et une tension V2 ici. Et donc, en fait, je peux manipuler ces deux ions d'une manière indépendante en appliquant des tensions différentes là où se trouvent ces ions. Et donc, comme ça, je pourrais manipuler, par exemple, deux ions ou deux qubits. Maintenant, je peux faire ça avec plusieurs qubits, par exemple avec yttrium. Donc là, il y en a un certain nombre. C'est des belles images, donc je montre ça. Donc là, par exemple, c'est pour en confiner 5 ions. Mais je peux vraiment pousser ça à beaucoup plus de qubits. Et donc, en fait, Chris Monroe, qui est maintenant en fait le chef d'entreprise de IonQ, en fait, le but de l'entreprise, c'est de créer en fait un ordinateur quantique avec des ions comme ça. Et en fait, Chris Monroe, il a une longue histoire ici au Québec, enfin au Québec, disons, avec Intriq aussi, c'est quand on avait donné la première année de l'existence vraie de Intriq, on avait un séminaire, on a justement invité Chris Monroe pour donner en fait un talk sur ces technologies de ions, de qubits à ions. Et donc, maintenant, disons 10 ans plus tard, il est maintenant un chef d'entreprise. Il a créé cette entreprise d'ions, de qubits à ions. OK, donc ça, c'est ces ions. Et ça, c'est juste une image. Donc, ça, c'est un produit, disons, presque commercial ou avec 32 qubits. Donc, ça, c'est le chip qui permet de confiner en fait ces 32 ions à l'intérieur. Et ce qui est important, donc ces systèmes-là se trouvent dans un vide assez important. Donc, ça, c'est un grand vide. Et on met ces ions à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les ions. On peut aussi utiliser le spin dans le silicium, mais je ne vais pas en parler trop. Ça, c'est un exemple du groupe de l'Australie. En Australie, ils ont pris 2 qubits qu'ils ont mis dans du silicium et puis ils peuvent faire des manipulations entre 2 qubits. OK, donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au niveau technologique? On a les senseurs quantiques. Donc un senseur quantique vraiment exceptionnellement, disons, de qualité meilleur que ce qu'on a classiquement, c'est NV centers, donc c'est les défauts. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend du diamant, donc ça c'est la structure du diamant, et on remplace un des atomes de carbone, donc ça c'est les carbones, mais qui est, donc le carbone qui était ici est remplacé par de l'azote, par un atome d'azote, et on a enlevé un atome de carbone ici. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle une vacancy. Donc, on a un manque d'atomes ici. On a remplacé l'atome de carbone par un atome d'azote et on a un trou. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le centre NV, ou NV Center dans le diamant. Et ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut mesurer des champs magnétiques extrêmement faibles. Et je vais parler un tout petit peu, mais pas trop longtemps là-dessus. Mais ça, c'est un exemple, par exemple, d'utiliser ce diamant avec ces centres de NV. On peut aller sur une surface, on peut scanner et mesurer en fait des champs magnétiques à des niveaux extrêmement faibles. Donc ça, c'est la valeur du champ magnétique qui est de l'ordre de Gauss. Donc, c'est vraiment des champs faibles. Et en fait, ils ont mesuré ici des bactéries. Donc, ça, c'est des mesures de bactéries. Ils ont mesuré en fait le champ magnétique d'une bactérie ou la distribution du champ magnétique d'une bactérie. Donc, il y a une résolution spatiale qui est énorme. Ça, c'est vraiment le côté particulier de ces NV Centers. Comment ça marche? En fait, on utilise des lasers. Donc, ça, c'est la structure, disons, énergétique de ce NV Center. Et on voit que, par exemple, si on prend ces deux états ici, qui sont ces états-là, en fait, ces états-là, ils vont
ils vont changer en fonction du champ magnétique. Donc, l'énergie de ces états-là va changer en fonction du champ magnétique. Et en fait, en mesurant ces différences d'énergie, en fait, on ne mesure pas directement la différence entre les deux-là, mais on mesure la différence par rapport à une énergie de référence qu'ils ont là-haut. Mais donc, en mesurant cette différence d'énergie, on obtient en fait la valeur du champ magnétique. Et donc, c'est cette technique-là qui permet de mesurer les champs magnétiques extrêmement faibles. Donc, ça, c'est l'exemple, un résumé, disons, des différents senseurs qui existent. Si je prends un téléphone, disons, ça c'est un téléphone, un smartphone, ils ont tous des Hall sensors. Donc, ils mesurent le champ magnétique, mais on voit que la sensibilité est plus faible et pas aussi bonne pour un Hall sensor. Et ça, c'est les NV centers. Donc, ce qu'on voit, ce qui est important de savoir, c'est que les NV centers, ils permettent de voir la ligne ici, et ça, c'est la ligne qui est vraiment intéressante. Ils ont une telle sensibilité qu'ils arrivent à mesurer le spin, le champ magnétique créé par un spin d'un électron. Un seul électron. Donc, un électron a un spin. Donc, il y a cette rotation. C'est un moment angulaire, mais ce moment angulaire crée aussi un champ magnétique. Et ce petit champ magnétique est très faible. Mais en fait, ces NV centers, ils sont tellement sensibles qu'ils peuvent arriver à mesurer en fait, ce champ magnétique créé par l'électron. Ils peuvent aussi mesurer, ça c'est le nuclear spin. Donc en fait, le nucléon, par exemple, l'isotope, le carbone 13, c'est un carbone isotopique qui a aussi un spin nucléaire. Et le champ magnétique créé par ce spin nucléaire est encore plus faible. Mais en fait, ces NV centers, ils ont la résolution capable de mesurer ces spins nucléaires. Donc, c'est vraiment des senseurs hyper, ils ont une résolution. Donc, ça, c'est la résolution spatiale. Donc, dans cette direction-là, on a la résolution spatiale. Et dans cette direction-là, on a la sensibilité. Donc, si on arrive, il faut arriver très proche au spin pour la mesurer. Donc, c'est vraiment une application vraiment importante, disons, des technologies quantiques parce que mesurer des champs magnétiques, ça a des implications assez importantes pour beaucoup d'autres domaines. OK, donc, je parlais un tout petit peu aussi de la communication quantique. C'est là qu'on va parler un peu de photons. On doit aussi communiquer une information quantique, mais il y a eu d'autres séminaires sur la communication, donc je ne vais pas passer trop de détails dessus. Mais l'idée, en gros, c'est le photon a aussi en fait, a des polarisations dans deux directions. Et en fait, on peut utiliser cette polarisation pour en faire une communication quantique, mais on peut aussi utiliser ça pour faire un ordinateur quantique. Et donc, en fait, c'est une compagnie, Xanadu, qui a été créée il y a quelques années au Canada, qui en fait, leur but, c'est de créer finalement le quantum PC. Donc, l'idée, c'est, parce que comme on va voir plus tard, donc, la plupart des ordinateurs quantiques actuels ont besoin de très basse température et tout ça, tandis que Xanadu essaie de faire ça avec purement optique, donc ils n'ont pas besoin de basse température. Et là, c'est un exemple d'un système à 8 qubits de Xanadu qui marche à température ambiante. Donc l'idée, c'est qu'en principe, à la maison, on pourrait avoir un ordinateur quantique qui pourrait fonctionner avec des photons. OK, donc ça nous amène aux ordinateurs quantiques, où on en est avec les ordinateurs quantiques. Et donc, je vais revenir à cette idée du potentiel harmonique. Donc, à nouveau, j'ai cette masse qui fait l'aller-retour sur un potentiel classique. Maintenant, je prends l'amplitude, je change un peu l'amplitude. Ce qui est intéressant, c'est que la fréquence ne va pas dépendre de l'amplitude. Okay, donc, ça, c'est le message important de l'oscillateur harmonique, c'est que la fréquence de cette oscillation ne dépend pas de l'amplitude, d'où le mot, enfin, c'est le principe, disons, de l'oscillateur harmonique. Donc, comment on construit à partir de ça? On va construire, en fait, un ordinateur quantique. Donc, d'abord, je vais construire un oscillateur harmonique dans un système électrique. Donc, l'idée, c'est que je peux prendre un condensateur, je mets une batterie, je le connecte avec un inducteur et ça va me créer en fait une pulse, une tension. Maintenant, cette tension, en fait, elle va osciller avec le temps dans ce système. Okay? Donc, je vais avoir la tension qui oscille et donc c'est une résonance d'un circuit LC. Et ici, j'ai simplement, disons, la même chose de manière plus conventionnelle. Donc, je prends un capaciteur, je le connecte avec un inducteur et puis
si je l'excite, en fait, il y a une certaine fréquence, donc ça va osciller, le champ magnétique et le courant va osciller dans ce système. OK, donc on ne va pas construire un ordinateur quantique à partir de cette manière-là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la même idée. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre, plutôt que d'avoir un condensateur plan, on va prendre un condensateur qui est en parallèle. Donc, enfin, plutôt qu'ils soient en parallèle, on va le prendre en plan. Donc c'est un peu moins efficace, mais c'est plus facile à fabriquer. On va ajouter un inducteur. Et donc, l'inducteur, c'est simplement un fil électrique qui joint ces deux, le condensateur. Et si je regarde ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai la charge qui va osciller entre la gauche et la droite. Je vais avoir un courant qui va passer de gauche à droite. Je vais avoir une tension qui va passer de gauche, qui va être de plus ou moins. Et ça correspond en fait à une équation qui ressemble beaucoup à l'oscillateur harmonique, où j'ai en fait l'énergie qui est égale à Q carré sur C, C qui est la capacité du condensateur, et phi carré qui est phi, c'est simplement le flux magnétique, et L, c'est l'inductance du système. Donc en fait, et c'est la même relation. Avant, on avait l'énergie pour un oscillateur harmonique, on a simplement P carré sur 2M, plus 1 demi de KX carré. Donc, si on veut, le condensateur avec la capacité, c'est l'équivalent électrique de l'oscillateur harmonique mécanique. Et c'est ça qu'on va utiliser comme base pour créer un qubit. Et donc, il a une certaine fréquence, oméga 0, qui est donnée par l'inductance et la capacité. Maintenant, ça, c'est classique. Mais en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est quantique. Donc, comment on crée le même circuit d'une manière quantique? Et en fait, l'idée, c'est relativement simple. On le fait plus petit. On le fait dans un superconducteur. On va utiliser l'aluminium. Donc, on fait petit. On fait tout ça en aluminium. Et l'étape autre, et comme c'est un superconducteur, on le met dans le froid. Donc, on met un froid vraiment intense, en dessous du Kelvin, donc à moins 273 degrés typiquement. Donc, on va refroidir ce circuit de condensateur et d'inducteur à des températures très basses. Quand on fait ça, ici on a la description classique, la description quantique. On a la même chose, mais ce qu'on va obtenir, c'est qu'on va avoir des énergies quantifiées. Comme avant, avec l'oscillateur harmonique, on a la même chose en fait pour le condensateur et puis l'inducteur. Donc on aura des états quantifiés dans ce système, dans ce petit système. OK, donc classiquement, on a cette courbe qui va comme phi carré, et quantiquement, on a ces niveaux d'énergie. Okay, donc, mais comme on a vu avant, ça, c'est pas un bon qubit, c'est un bad qubit. Okay, donc, comment on va améliorer? Plutôt que d'avoir un potentiel qui est harmonique, on va le déharmoniser. Donc, on va le casser en quelque chose qui est plus en x carré. Mais en fait, on va prendre quelque chose qui a la forme de sinusoïdale ou en cosinus. Donc en fait, maintenant l'énergie, c'est en Q carré plus un cosinus du flux magnétique. Et donc, ce que ça implique, c'est qu'au niveau quantique, j'ai plus des énergies à la même distance. Donc l'énergie entre le premier niveau et le deuxième niveau n'est pas le même. La différence d'énergie n'est pas la même que le prochain niveau. Et donc, en fait, de cette manière-là, j'obtiens un bon qubit. Okay? Et donc, ça va être la base vraiment de ces ordinateurs quantiques modernes. Donc, mais comment j'obtiens ça? Donc, là, j'ai mon mauvais qubit, où c'est simplement une inductance. Et en fait, je remplace ça par une jonction. Donc, la jonction d'inducteur, je le remplace par une jonction de Josephson. Et en fait, c'est assez facile à faire. C'est simplement, on va créer en fait un isolant. Au lieu d'avoir l'aluminium qui est joint directement, on va mettre un oxyde d'aluminium entre les deux. Ça va créer en fait une jonction isolante, mais dans un cas supraconducteur, c'est ce qu'on appelle en fait une jonction Josephson, et c'est ça qui va permettre en fait de créer en fait ce potentiel qui est mieux pour les qubits. Donc, comment on crée comment on le crée, comment on le fabrique? Ça, c'est une image, disons, de cet oxyde. Donc, l'oxyde, c'est quelque chose qui
qu'on peut croître à l'intérieur d'un système de synthèse. Donc, en fait, c'est un oxyde qui se forme assez naturellement sur l'aluminium. Et donc, ça, c'est un exemple, disons, une petite échelle de 100 nanomètres. On voit en fait cet oxyde. Et donc, on a fait, et ça, c'est l'élément de base. Donc, ça, c'est maintenant, si on veut, le bon qubit, qui est finalement un oscillateur qui n'est pas un oscillateur anharmonique. Donc, c'est un oscillateur électromagnétique, mais qui n'est pas harmonique. Où ici, on a donc au milieu, on a cette jonction Josephson. Et on peut représenter ça par simplement, donc on a une capacité et un condensateur, et puis ça, c'est la jonction de Josephson qui est représentée par un X. Et on les met ensemble et on obtient ce qubit non harmonique. OK, donc ça, c'est le qubit. Maintenant, j'ai aussi en fait, ça, c'est une image d'IBM, enfin, utilisée par l'ordinateur quantique d'IBM. En fait, on ajoute en fait un autre élément qui est c'est une cavité résonante. Donc, en fait, on ajoute en fait finalement une ligne qui a une certaine distance. Et en fait, c'est une cavité résonante où en fait les photons vont vivre là-dedans. Mais le fait que c'est résonant est important parce qu'en fait, ça va seulement réagir à l'énergie qui correspond à l'énergie de cette résonance. Et donc, on combine les deux. Et c'est ça qu'on appelle le transmon. C'est en fait la combinaison de ce système à Josephson et capacité, plus cette cavité, et on obtient un transmon. Et c'est vraiment la base de tous les qubits, disons, modernes qu'on peut utiliser maintenant. Donc, comment ça marche? Donc, ça, c'est un qubit. Ici, c'est l'exemple de 3 qubits. Donc, j'ai un qubit Q1, Q2 et Q3. Ici, j'ai une seule résonance à l'intérieur. Donc, ça, c'est ma resonant cavity. Donc, comment ça marche? Donc, d'abord, les qubits. Donc, je prends par exemple le qubit 1 ici, qui est celui-là. Ce qui se passe, c'est que je peux ajouter en fait une certaine. Je peux manipuler ce qubit. Je peux changer l'énergie. Ils ont aussi la fréquence de chaque qubit est déterminée par sa géométrie. Et je peux la changer en ajoutant en fait un potentiel électrique. Et donc, ici, j'ai la résonance qui est par exemple de 6 GHz pour le qubit 1, de 7 GHz pour le qubit 3 et de 8 GHz pour le qubit 3. Et puis ça, c'est la résonance la fréquence de résonance de ce résonateur entre les deux. Et donc, comment je vais faire une manipulation quantique? L'idée, c'est la suivante, c'est que par la gauche, bon, d'abord, je prépare les états. Donc, à gauche, ici, je vais envoyer en fait des signaux aléatoires, des signaux sinusoïdaux, des petits pulses comme ça. Par exemple, ça c'est une petite oscillation qui va permettre de créer un certain état. Donc, ça, c'est le bleu. Ça veut dire que c'est le qubit 3. Donc, cette fréquence-là va seulement affecter le qubit 3. Parce que c'est une fréquence qui va être donnée par cette valeur-là, la fréquence. Donc, justement, manipuler le qubit 3. Je peux faire la même chose avec le qubit 2, avec une fréquence légèrement différente, cette fréquence-là. Et je peux aussi faire ça je peux aussi manipuler le qubit 1 en utilisant la fréquence ici. Mais en même temps, ce que je vais faire, maintenant, je vais manipuler en fait les états des différents qubits. Donc, ce que je dois faire, c'est que je vais par exemple je vais ajouter un petit pulse, un step pulse au qubit ici, qui va en fait transformer la valeur la résonance, la valeur d'énergie de ce qubit 2. Et donc, de sorte que, par exemple, le qubit 2 et le qubit 1 vont se retrouver, si je faisais ça au qubit 1, donc je peux varier en fait les énergies de chaque qubit. Et si je les joins à un même niveau, les deux vont interagir et il va y avoir une manipulation quantique en échange d'informations entre ces deux états. Et la même chose ici, je peux échanger par exemple l'état de qubit 1 avec le qubit 3. Et donc le travail de l'information quantique, c'est finalement de créer ces pulses bien déterminés qui permettent de manipuler en fait ces états quantiques.
Et donc, et c'est ça, c'est vraiment la base de comment en fait ces systèmes, dans ce cas, c'est relativement simple, c'est juste 3 qubits, comment ça marche. OK, donc je vais, et le résultat de ça, par exemple, ça c'est un exemple où ils ont fait une opération CC-NOT. Donc ça, c'est une opération avec 3 qubits. Donc on garde la plupart des états ici les mêmes, mais on interchange les 2 derniers états. Donc on interchange simplement, par exemple, le dernier état 0,1 en état 1,0. Tout en gardant les autres états constants. C'est ce qu'on appelle un CC-NOT. Et donc, ça, c'est la démonstration pour 3 qubits. Maintenant on passe à ce qui se passe maintenant. Donc, ça, c'est l'ordinateur quantique d'IBM avec 5 qubits. Donc, on a plusieurs qubits qui sont reliés avec ces résonateurs un peu de partout. Ça, c'était 5 qubits en 2016. En 2015, c'était 4 qubits. En 2017, on est à 16 qubits. Donc, ça, c'est le 16 qubits. Et maintenant, on est plutôt à des qubits dans l'ordre de 60. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'IBM ne montre pas d'image de la structure même des qubits. Donc, on ne sait pas exactement comment ils font ces qubits qui sont plus que 16 qubits. Donc, on a des images pour 16 qubits, mais on ne sait pas exactement quelle est la structure en détail pour un arrangement, par exemple ici, qui est de 64 qubits. Donc IBM, on est là. Donc maintenant, IBM a un ordinateur de 65 qubits qui marche, qui peut être utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va à une vitesse incroyable. Donc, dans 3 ans, IBM aura un ordinateur de 1000 qubits. Okay? Et donc, 1000 qubits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 1000 qubits, on peut déjà commencer à casser les codes secrets qu'on a. Donc, si vous avez une image secrète sur votre téléphone portable, il va être craqué dans 3 ans, on va le décrypter. Donc, on aura des ordinateurs quantiques qui sont suffisamment puissants pour pouvoir décrypter n'importe quoi de classique. Donc, il va falloir avoir des téléphones quantiques pour se protéger. OK, donc ça, c'est juste en parenthèse. Ça, c'est Google, pour ne pas être juste IBM. Google, ça, c'est le 9 qubits. À nouveau, Google ne donne pas le détail de la structure de son 53 qubits. Mais l'idée, donc, au moins, on sait un peu comment ça marche. Donc, ça, c'était un séminaire donné par quelqu'un qui travaille à Google, Marissa Agostini. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a, en bas, on a les qubits. Ça, ce serait en fait, les qubits sont là-haut. Et en fait, le substrat, c'est ce qui mesure en fait qui va en fait actionner les différents qubits, c'est en haut. Donc, on va flipper en fait ce chip en 2. Et ça permet finalement de faire ces qubits qui ont de plus grande taille. Donc, qui permet à 65 qubits. Donc, ça, c'est le state of the art de Google, qui est packagé. Donc, il y a en principe 54 qubits. Donc, ils sont faits avec cette méthode de sandwich. Ça, c'est le packaging. Donc, il y a en principe, en tout, je crois, il y a combien il y a 142 modes qui permettent de connecter à ces. En fait, non, ça, oui. Je vais vous montrer la structure. Donc ça, c'est le packaging. Et tout ça, c'est mis dans un frigo à dilution. C'est un frigo à dilution qui est énorme. Donc, la base de sa frigo à dilution, il fait presque 1 mètre. Et donc, le frigo à dilution est là pour refroidir parce que c'est tout fait avec des supraconducteurs. Donc, on va à des températures proches du zéro absolu. Et en fait, Google a montré qu'on était capable de faire un calcul quantique plus performant que le calcul classique. Là, on voit un peu la structure. Donc, en fait, ça, c'est la structure de cet ordinateur quantique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 142 composantes quantiques, dont 54 qui sont les qubits actifs et 88 qui sont en fait les résonateurs qu'on peut adresser un par un. Et ils ont pu montrer qu'effectivement, cet ordinateur-là est extrêmement puissant et est capable de résoudre certains problèmes qu'un ordinateur classique n'est pas capable de faire. Juste pour l'image, ça c'est Rigetti, pour être fair. Ça c'est le 19-qubit quantum computer de Rigetti. Et là, on voit la structure, c'est très élégant. Donc, les qubits, c'est ces petits trucs-là.
Donc là, je peux faire un zoom parce qu'ils donnent vraiment un détail de comment ils sont construits. Ça, c'est un zoom de 1 qubit. Et donc là on a l'oscillateur. Donc, ce qu'on a, c'est un peu à nouveau la même idée. Tout ce qui est en blanc, c'est l'aluminium, c'est le supraconducteur. Et en fait, ça fait partie du condensateur. Ça, c'est un élément du condensateur. Ça, c'est, disons, la partie plus. Ça, c'est la partie moins. Donc, j'ai un condensateur entre les deux et puis qui est connecté avec une jonction de Josephson. OK, donc, comme j'ai plus beaucoup de temps, l'idée, ce qui est important, c'est qu'on est vraiment au moment où les ordinateurs quantiques, en fait, sont là. Ils commencent à être plus performants que les ordinateurs classiques. OK, donc on peut aussi programmer quantique. Je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais la programmation quantique est importante aussi. Et donc, il y a beaucoup de programmes, par exemple, qui existent déjà pour programmer un qubit. Je ne vais pas aller en détail, mais ça, c'est un exemple de comment on fait. Donc, on peut aller sur, par exemple, le site web de IBM, qui ont leur propre langage quantique, et on peut créer ces circuits. Et ce qui est intéressant avec IBM, c'est qu'on peut, une fois qu'on a créé ce programme, on peut l'envoyer à leur ordinateur quantique, par exemple le 16-qubit computer, et il va faire le calcul pour vous. Donc, on est capable de faire le calcul sur la cloud, sur un ordinateur quantique d'IBM. Il y a d'autres architectures possibles. Ça, c'est un travail que je fais avec Christian Baudreau, Mackenzie et Alush. Donc, au lieu d'avoir des qubits, en fait, on utilise des transistors. Donc, c'est des doubles qubits, si on veut, et on peut aussi créer des qubits avec ça. Un élément important, c'est le quantum machine learning. Quantum machine learning, parce qu'en fait, ces ordinateurs quantiques sont tellement compliqués qu'il faut d'abord les entraîner pour pouvoir en fait les utiliser. Et en fait, c'est un élément important de quantum machine learning qui permet finalement d'entraîner ces ordinateurs quantiques pour pouvoir les utiliser. Nous, on a utilisé, par exemple, pour prédire, on a utilisé l'ordinateur quantique de IBM de 16 qubits pour prédire si certaines zones aux États-Unis sont safe ou pas safe à cause du virus. Bref, donc j'en arrive au résumé. Donc, on a vu différents éléments des technologies quantiques, d'où vient le quantique, les différents qubits, les senseurs quantiques, la communication quantique, les ordinateurs quantiques et finalement la programmation quantique. Et tout ça pour dire que nous sommes vraiment, on est vraiment à l'aube d'une révolution incroyable qui est la révolution quantique, où on est actuellement au moment où les machines quantiques sont en train de dépasser les machines classiques. Donc, ça va complètement changer la manière dont on va programmer finalement les systèmes à haute performance. Et ça va demander beaucoup d'entrepreneurs quantiques, de programmeurs, de scientifiques et d'ingénieurs. Donc, c'est vraiment un domaine incroyable. C'est un bon moment d'être dans le quantique. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Merci. Voilà, donc ça c'est... Merci beaucoup, Michael. Ça donne vraiment beaucoup d'images concrètes sur les qubits, ces supports d'information quantique, l'ordinateur quantique. C'était très éclairant de ce côté-là. Merci à Marc pour avoir fait l'introduction au début de séminaire. Je rappelle donc que vous pouvez poser vos questions-réponses dans l'onglet Q&R ou Q&A si vous avez la version anglaise de Zoom. On a déjà une question de Louis Barbeau qui demande: y a-t-il des ordinateurs quantiques qui opèrent à température de la pièce et quels en sont les défis? Je crois que tu as déjà mentionné en fait une architecture qui fonctionne à température pièce. Oui, donc c'est une bonne question et en fait c'est vraiment l'idée de Xanadu. Donc c'était en fait, je ne sais pas si j'arrive à revenir. Je vais voir si je trouve le slide. Mais c'est vraiment Xanadu qui essaye de faire ça justement avec l'optique. Ok, j'ai trop de slides. Là, voilà. Donc ça, c'est l'idée justement de Xanadu. Et en fait, ils essayent de fabriquer, c'est vraiment leur but, c'est de créer en fait cet ordinateur par des moyens purement optiques qui permet justement d'avoir un ordinateur quantique. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas encore l'acheter, mais ils ont créé cet ordinateur à plusieurs qubits qui est en principe fonctionnel. Et on peut envoyer en fait un batch à eux pour qu'ils fassent le calcul sur leur système.
Et donc mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un ordinateur quantique qui puisse marcher à température ambiante. Et je pense qu'il y en a d'autres, mais ça, c'est l'approche que Xanadu utilise. Et dans les autres cas, donc, bon, je pense que tu as parlé des ions, tu as parlé des semi-conducteurs, des supraconducteurs. Est-ce que c'est les mêmes difficultés en question température pour toutes ces... Oui, donc en fait, les ions, c'est aussi un autre système donc l'optique, ce qui est intéressant avec l'optique, c'est que ça permet d'avoir vraiment quelque chose qui pourrait être tabletop. Donc, qu'on pourrait en principe avoir à la maison. On a besoin de laser, mais c'est peut-être plus facile. Maintenant, on a beaucoup de lasers à la maison déjà. Donc, il y a aussi les ions. Donc, les ions n'ont pas besoin de basse température, mais ils ont besoin d'un vide extrêmement bon. Donc, il faut vraiment des pompes de très bonne, de très haut niveau pour arriver à en fait, un bon vide, pour pouvoir faire marcher les ions. Tandis que les supra ont tous besoin des températures très basses. Les semi-conducteurs, pour le moment aussi. Donc, les solutions à température ambiante, pour le moment, c'est vraiment les photons et puis les ions. Ouais. Et sur la plateforme des semi-conducteurs, donc tu montrais plusieurs exemples. Je regardais les années là, des publications. Si je me souviens bien, on était en 2012 pour 1 qubit, 2015 pour 2 qubits, puis 2018 pour 3 qubits. Est-ce que les semi-conducteurs s'est rendu plus loin maintenant en termes de nombre de qubits? Non, donc en fait, si je prends... je reviens. Donc ça c'est vraiment je dirais le state of the art pour les charge qubits. Ils ont montré qu'ils arrivent à faire une manipulation à 3 qubits dans les semi-conducteurs. Bon, il y a beaucoup de gens qui essayent, donc ça c'est utiliser la charge. Avec le spin, maintenant les gens pensent qu'on peut aller plus loin que 3 qubits, mais il n'y a pas encore, à ma connaissance, il n'y a pas encore de démonstration claire qu'on arrive à manipuler un élément à plus que 3 qubits dans les semi-conducteurs. Ça va probablement venir, mais c'est pas encore, on n'en est pas encore tout à fait là. Donc, ce qui semble en avance, c'est les supraconducteurs. Tu disais, en fait, tu as dit textuellement, Google va avoir plus que 1000 qubits en 2023. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est une promesse, est-ce que c'est une promesse que Google peut tenir? Je crois que, je reviens à la slide de Google. Donc, Google donc, ce qui est impressionnant avec Google, ou disons, ça c'est IBM en fait. Donc, Pardon, oui, IBM. Ça c'est la prédiction d'IBM. Donc, IBM a déjà à peu près une vingtaine ou une trentaine d'ordinateurs quantiques dans le monde, entre, disons, 65 qubits jusqu'à 5, enfin, de différents, donc 16 qubits, 65, 16, enfin, ils en ont beaucoup. Et je suis sûr qu'ils ont déjà le 1000 qubits, mais ils n'ont pas encore, disons, ils ne marchent pas encore. Donc, ils sont encore en train de le débugger et tout ça. Mais j'imagine qu'ils sont vraiment déjà, il y a sûrement un groupe, une partie d'IBM qui est en train de travailler là-dessus. Et je crois que le gros problème déjà à 65 qubits, c'est vraiment difficile de caractériser la machine elle-même. Et en fait, parce qu'on n'est plus capable, au-dessus de 65 qubits, on n'est plus capable de comprendre la machine quantique à l'aide d'un ordinateur classique. Donc, on n'a plus la comparaison. Donc, on ne peut plus savoir si la machine quantique en fait fait des erreurs ou pas, parce qu'en fait, on n'a plus les moyens pour vraiment simuler cet ordinateur quantique, parce qu'on a dépassé finalement les capacités classiques de la capacité informatique classique. Et donc, c'est vraiment là où le quantum machine learning va être vraiment important, c'est de pouvoir en fait utiliser ça pour vraiment comprendre l'ordinateur quantique lui-même. Donc déjà à 127 qubits, donc l'année prochaine déjà, on va voir qu'est-ce qu'on va vraiment être capable de comprendre l'ordinateur quantique, parce qu'il va pouvoir faire des choses qu'un ordinateur classique ne peut pas faire. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment contrôler qu'est-ce qu'il fait vraiment. Donc, je crois oui. Donc, ça c'est vraiment très sérieux. Et ouais, si on pense, l'évolution est quand même très rapide. Si on va de 4 qubits en 2000 ou 4 qubits en 2015, on est déjà à 65 qubits maintenant. En 5 années, on est à 65 qubits. Donc, on est à facteur 10. Donc, oui, moi, je pense qu'ils vont y arriver.
OK, donc on peut donner vraiment beaucoup de crédibilité à ce qu'ABN nous annonce. Alors, ça s'en vient, donc, ça s'en vient vraiment. Ça vient vraiment, ça va être là. Ça veut dire la plein dedans. révolution, elle est là. C'est plus des décennies, là, c'est des années. Bon, bien, merci encore, Michael. On a un commentaire aussi d'Hélène qui dit, qui donne des remerciements aussi, de Louis aussi. Hélène qui dit que les greens, donc c'est un sujet nouveau pour elle en quantique, c'était vraiment fantastique. Et puis, je renchéris, je remercie tous les auditeurs pour suivre toute cette série de webinaires. J'espère que ça a été très, très instructif pour tout le monde et tous les participants et tous nos conférenciers, dont Michael. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.